Depuis des siècles, tous les 7 ans, et jusqu'à cette année 2023, les ostensions limousines sont l'occasion de cérémonies et de fêtes grandioses qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes dans plus de 20 communes du Limousin, essentiellement en Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, en Vienne et en Charente. Le phénomène, profondément ancré dans l'histoire et dans les traditions de cette région limousine, a pris une telle ampleur qu'il a été inscrit en décembre 2013 à l'inventaire du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, la branche culturelle de l'ONU. Les ostensions limousines consistent en l'ostension, du latin ostendere, montrer, et en la vénération de reliques de saints locaux. Cela se fait en sortant les reliques de ces saints dans le cadre de cérémonies solennelles et en les présentant au peuple au cours de processions chantantes, joyeuses et hautes en couleurs, mais également très ferventes, pieuses et priantes. Ces cérémonies, en présence des autorités religieuses mais aussi civiles de tous bords politiques, rassemblent très au-delà des seuls croyants et pratiquants. RCF Charente et RCF Limousin vous proposent de partir à la découverte de ce formidable moment de piété populaire qui dure depuis plus de 1000 ans et de rencontrer celles et ceux qui font cet événement aujourd'hui. Nous essaierons d'en comprendre les enjeux sociaux, religieux et historiques. Au fil des épisodes de cette série de podcasts sur les ostensions limousines, nous aborderons successivement l'histoire, les saints du Limousin, les reliques, le cérémonial, les effets des ostensions sur le patrimoine et aussi la question de la laïcité, car ces manifestations sont à la fois cultuelles et culturelles. Nous porterons également un regard sociologique et ethnologique sur cette tradition très ancrée dans une identité locale et un territoire. Bienvenue au cœur des ostensions limousines. Mais commençons par l'histoire. Tout débute en l'an 994. À cette époque, le Limousin et l'Aquitaine sont frappés depuis des années par une terrible épidémie du mal des Ardents. Épidémie ? Pas vraiment. Car le mal des Ardents est en réalité dû à l'ergotisme, une maladie liée à un champignon, l'ergot du seigle, qui se manifeste à la fin des moissons. Le mal des Ardents provoque des sensations de démangeaison, puis de brûlures, d'où son appellation, des diarrhées pouvant aller jusqu'à des convulsions, des hallucinations et à la mort. En cette fin du premier millénaire, le mal des Ardents fait effectivement des centaines de morts. Nous sommes en plein cœur du Moyen-Âge et la population considère que cette tragédie est un châtiment de Dieu. L'évêque de Limoges, Hilduin, décide alors de faire appel à l'intercession des saints locaux et plus particulièrement de saint Martial, le premier évêque de Limoges. Hilduin rassemble à Limoges l'ensemble des évêques et archevêques d'un très large quart sud-ouest de la France. Ensemble, après plusieurs jours de jeûne et de prière, ces prélats ouvrent le tombeau de saint Martial, installent ses reliques dans une châsse en or, puis la portent en procession pour l'offrir à la vénération de la foule. Ce sont les premières ostensions. Daniel Audon-Hurel, historien et président de l'association Ostension PCI, les restitue dans un contexte plus large. Quand on parle des origines des ostensions limousines et qu'on parle de 914, effectivement, alors 914, c'est ce fameux mal des Ardents, donc on trouve beaucoup de choses là-dessus, je ne vais pas faire une notice Wikipédia de plus. Ce qui est important, c'est que localement, parce que quelques décennies plus tard, il y a eu des récits et des allusions, des récits à ce qui s'est passé en 994, à la sortie des reliques de Saint Martial, etc. Ça a pris une inscription, en fait, une diffusion comme ça dans l'histoire médiévale de ce fait spécifique. Mais je veux dire, 994, oui, mais finalement, en particulier au Moyen-Âge et même encore à l'époque moderne, les ostensions de reliques, c'est tout le temps, c'est partout, c'est sans arrêt. Puisqu'effectivement, ces hommes et ces femmes considérés comme des saints, ils représentent quelque part le lien avec la dimension céleste, et donc c'est des intercesseurs, évidemment, de choix, et voilà. Donc ça, c'est un fait important. Pour autant, j'accepte volontiers l'idée que ça soit les origines, mais pour moi, les origines des ostensions, parce que dans leur septennalité, dans la place de l'évêque aussi, dans l'organisation, etc., c'est-à-dire on prend plus la dimension diocésaine
Et c'est progressivement à partir du XVIe siècle. Pour moi, c'est surtout ça qui est important. Dans un contexte qui est là pour le coup particulier, c'est un contexte à la fois de réforme et de crise de l'Église. Évidemment, à la fois avec progressivement le développement de la réforme protestante, et donc en réaction le Concile de Trente, en réaction la réaffirmation de l'importance accordée au culte des saints, évidemment, par vraiment réaction au protestantisme. Donc une espèce de reconquête des fidèles dans le catholicisme romain, à travers le culte des saints, le culte des reliques, mais avec une affirmation aussi très hiérarchisée par rapport à, attention, les saints ne sont que des saints, le Christ est le Christ. Il ne faut pas confondre non plus. Donc voilà, vraiment c'est dans ce contexte-là qu'il faut penser, à mon avis, les ostensions limousines. C'est dans cette spécificité de la septennalité, de ce contexte-là, et puis dans son déroulement, finalement, continue, oui, localement, pas toujours. Par exemple, le Dorat, en 1520, il n'y a pas du tout d'ostension particulière en même temps qu'en 1520 qu'à Limoges. Voilà, ça se développe comme ça, il y a des va-et-vient, etc. Et puis, l'organisation des ostensions se heurte à un événement majeur de notre histoire de France, la Révolution. Alors c'est forcément très très compliqué à cette période-là, puisque à partir du moment où ce sont des abbayes, des collégiales, et que la Révolution, évidemment, supprime la vie monastique, supprime les communautés religieuses, à partir de ce moment-là, il y a effectivement un trouble qui se fait parce qu'il faut que des relais progressivement, après cette période très compliquée, se mettent en place. Donc sur ces questions pendant la Révolution, c'est sûr que ça a mis un frein momentané à certains endroits, en tout cas évidemment à l'organisation, parce que de toute façon le clergé lui-même était remis en cause, totalement réorganisé, totalement restructuré. Donc il faut, pour organiser des ostensions, une situation qui soit relativement apaisée, évidemment, pour permettre l'organisation de tout ça. Les ostensions reprennent progressivement et trouvent un nouvel essor au XIXe siècle. Le 19e siècle est tout à fait important. Il y a plusieurs étapes sans doute au 19e siècle et aussi au 20e siècle d'ailleurs, en particulier au 20e siècle avec Monseigneur Rastouille qui a sans doute joué un rôle fondamental entre 1939, si mes souvenirs sont bons, et à peu près la fin des années 1950. Alors pour en venir au 19e siècle, là on arrive avec des ostensions qui se transforment. Elles se transforment parce que le contexte n'est plus du tout le même, parce que nous sommes dans une société qui se sécularise dans son fondement. Donc évidemment, pour les évêques, organiser des ostensions, c'est aussi une forme de réaffirmation et de reconquête du diocèse, tout simplement, des différentes paroisses, avec une place toujours plus importante de l'évêque, en fait, des évêques, je pense, dans l'organisation. C'est ce que les historiens, et en particulier Paul Dollander, a bien montré dans ses travaux. Et puis, progressivement, l'organisation aussi d'un certain nombre de confréries, alors qui, pour certaines, existaient précédemment, mais qui n'avaient pas du tout la même composition. Je pense à Saint-Israël et Théobald, évidemment au Dorat, qui est ancienne, mais qui n'était pas du tout configurée de la même façon. Et donc, ces ostensions prennent une place aussi sur le plan diocésain peu à peu. Et ça, c'est surtout le XXe siècle. Et je pense, Monseigneur Rastouille, si j'ai bien compris un peu cette histoire plus récente, c'est la volonté, par exemple, l'évêque d'être à toutes les ostensions. Donc ça veut dire qu'il faut un calendrier absolument qui est très très organisé entre les paroisses. Alors ce qui est évident maintenant, c'est-à-dire qu'on le sait maintenant, on sait très bien, tout est bien calé, etc. En avance. Mais il y a eu aussi là une évolution pour que finalement ces ostensions soient pas seulement les ostensions de Limoges, de Rochechouart, de Saint-Junien, etc. C'est un peu la volonté. Je pense que c'est un peu ça, c'est qu'elles irriguent tout le diocèse en fait. Tout le diocèse, voilà. Alors ça, c'est une évolution intéressante, même au titre, évidemment, de la reconnaissance par l'UNESCO, parce que ça a identifié un peu les ostensions au Limousin, quoi. Ça a aidé un petit peu, sans doute, cette visibilité.
Et puis, comme je suis historien, évidemment, je m'intéresse aux faits de dévotion, c'est-à-dire et à cette histoire, et puis aux interactions entre ostension et, je dirais, et église, ostension et politique, ostension et suivant les périodes, comment à telle ou telle période le clergé envisage ces ostensions, comment la dynamique proprement religieuse finalement glisse vers le patrimonial, parce que le religieux s'efface dans la population, tout simplement, dans la société. Donc, comment se fait ce glissement ? Et à mon avis, il ne faudrait pas y arriver, mais c'est comment on passerait du patrimoine au folklore. C'est-à-dire, si on passe au folklore, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus du tout de référence religieuse. La révolution qu'évoquait tout à l'heure Daniel Odon-Hurel a eu, bien entendu, des répercussions sur les ostensions dont la plupart n'ont pas pu avoir lieu pendant cette période. Mais elle a eu aussi des conséquences sur les reliques. Ainsi, une partie de celles de Saint-Martial ont été perdues à cette époque, ce qui explique que l'on n'est plus aujourd'hui qu'un crâne et une mandibule. Lucie Montibus, journaliste à RCF Limousin, interroge Jacques Fillier, premier bel de la grande confrérie Saint-Martial. 1785 marque les dernières ostensions célébrées dans l'abbaye de Saint-Martial. 1790, l'abbaye est fermée, les biens dispersés, l'église désaffectée. La translation des reliques se fait vers l'église de Saint-Michel-des-Lions le 17 décembre 1790 à 9h du matin. Comment se déroule cette translation ? Et peut-être, Jacques Fillier, vous aurez envie de définir ce terme pour les auditeurs. Comment ça se déroule et c'est quoi une translation ? Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir juste après ce qui s'est passé après la Révolution, où il y a eu bien sûr dissolution des confréries et aussi pillage des biens de l'Église. On est rentré dans les églises, dans l'abbaye, et on a détruit d'une certaine façon tout ce qui était relique. Et les reliques de Saint-Martial n'ont pu être conservées que grâce, d'après les informations que je peux avoir, 2 gardes nationaux qui étaient là et qui faisaient partie de la municipalité de l'époque et qui ont conservé de part et d'autre, un le haut du chef de Saint-Martial et l'autre la mandibule. Et c'est que nous avons pu retrouver cette translation des reliques que lorsqu'ils les ont fait apparaître bien après la Révolution, vers les débuts du 19e siècle. Alors c'est quoi une translation ? Alors translation, c'est juste prendre les reliques avec la ferveur populaire, force prière, les amener d'un lieu à un autre lieu. Voilà. Et là, justement, les reliques trouvent un lieu d'accueil. À l'église Saint-Michel-des-Lions, voilà. Où on créera un hôtel tombeau. Et elles ont été instituées puisque la grande chasse avait été détruite. On reconstituera et on refera une grande chasse et on mettra le chef de Saint-Martial, relique symbolique et seule relique qui nous restait dans cette grande chasse. 1918 marque aussi des troubles entre Ponticot et Boucher de la rue de la Boucherie. 1946, pareil, les processions sont confinées dans les églises. Alors je vous rassure, il va falloir attendre 1960, un arrêté du Conseil d'État pour que les processions extérieures soient de nouveau autorisées après plus de 80 années d'interruption. Même si le mal des Ardents a progressivement disparu après les premières ostensions limousines, cette guérison collective peut-elle être qualifiée de miracle ? Oui et non, répond le maire de Limoges, Émile Roger-Lomberti. Les ostensions, c'est quelque chose de fantastique, parce que l'évêque va sortir les reliques du saint, mais va donner l'ordre d'arrêter de manger le produit qui rend malade. Et on est là dans l'expérimentation. Et tout ça parce qu'il avait observé que les gens qui mangeaient dans un lieu spécifique qui était un lieu religieux ne mangeaient que du pain blanc, de la farine de blé et non pas de la farine de seigle. Et il va faire le rapprochement dans sa tête, il va tester quelque chose et il va tester une solution. Et ce qui est intéressant, c'est comment la religion va récupérer, mais comment le religaré ici entre les individus, va associer à la fois le sacré, celui qui protège la vie,
à Martial, Saint-Martial, celui qu'on a sorti. C'est l'image de celui qui protège la population et qui lui évite de tomber dans la maladie et le malheur. Ou, si la maladie et le malheur sont présents, qui lui permet d'y échapper. Et on va reproduire, à partir de la maladie du mal des ardents, de cette maladie terrible liée à l'ergot de seigle, eh bien on va reproduire ensuite l'appel et le rituel des saints pour faire de la prévention. Le père Fernandez, curé et doyen de Confolens en Charente-Limousine, confirme. Et il insiste sur l'importance de la foi dans tout ce qui met les hommes en marche. Les gens sont confrontés à une mort excessive dans notre région Limousin, région de la Marche, et une conjonction de l'intelligence, de la recherche, on dirait aujourd'hui, et de la vénération, de la foi du peuple. Hein, parce que c'est bien le peuple qui meurt, il n'y a pas que des intellectuels dans le peuple, mais il y a beaucoup de gens très savants. Et alors, dans le coup, je dirais la foi savante, hein, cette confiance en Saint-Martial, l'apôtre du Limousin, et la recherche de quelques-uns vont contribuer l'un par l'autre, l'un avec l'autre, à la découverte de ce qui était l'origine de ce mal des ardents. Et on prend la décision, qui est une décision biblique très intéressante, que tous les 7 ans, on dira merci pour ce que l'on vient de vivre. Qui est un beau mouvement où on regarde ce qui s'est passé, toutes ces années qui viennent de passer, et on est tourné vers l'avenir, fort de ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. La grande tradition dans ce que l'on sait, en gros depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, c'est que on reste fidèle à cet aspect septennal de la sortie des reliques des saints au fur et à mesure des créations, des lieux où il y a des ostensions. Voilà, donc on garde ce rythme où on fait un arrêt sur image pour regarder un peu qu'est-ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que l'on est aujourd'hui et vers quoi on est tourné. Avec des hauts et des bas donc, les ostensions limousines durent depuis plus de 1000 ans. Mais pourquoi tous les 7 ans ? Alors, je ne sais pas, mais c'est pas parce que je sais pas que la réponse n'existe pas. Je pense qu'elle existe. Sur la question de la septennalité, il n'y a pas que dans le Limousin que c'est tous les 7 ans. Je crois qu'en Belgique aussi, il y a une région où il y a des ostensions et des fêtes qui sont aussi septennales. Il est vrai qu'entre les 7 plaies d'Égypte, les 7 péchés capitaux, 7 revient souvent dans les traditions religieuses de cultures pourtant différentes. Le père Fernandez, lui, propose de faire référence à la Genèse. Je crois qu'il faut partir quand même d'un peu plus loin que tous les 7 ans aujourd'hui. C'est tous les 7 ans, ça s'origine dans le récit de la création. Lorsque Dieu crée, chaque jour il y a quelque chose qui se passe, la mise en place des éléments qui constituent le monde, et il y a une lecture poétique pour dire la constitution de ce qui se vit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est pas un récit scientifique, mais bien un récit poétique, c'est qu'il y a 2 récits. Alors, si la Bible a retenu 2 récits, c'est pas tout à fait par hasard. Ça veut dire aussi qu'on peut avoir une lecture beaucoup plus large et pas forcément que certains scientifiques sur un point ou un autre. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que dès le départ, au 7e jour, Dieu s'arrête et il vit que cela était bon. Voilà. Ce temps du repos qui est nécessaire après avoir mis l'humanité au cœur de cette création, ce temps du repos. Alors, quel sens, quelle définition donner de ces ostensions limousines ? Réponse du père François Blondel, ancien évêque de l'Ardèche, aumônier de la Fédération limousine des comités et confréries ostensionnaires. Moi, je les définirais comme un témoignage. Voilà, c'est-à-dire que c'est une marque un petit peu spéciale dans l'ancien diocèse de Limoges, d'un attachement et d'une spiritualité qui est à la fois un attachement à une cité. Alors je suis d'Udorat, ou je suis de Saint-Thirier, ou je suis de Limoges, et dans la fondation ou dans l'organisation de cette cité, dans notre histoire, eh bien, il y a des saints, des chrétiens, d'un évêque, un prêtre, et qui ont marqué notre histoire. Alors, voilà, c'est une des manières dont les Limousins se rappellent qu'ils ont une histoire locale et marquée par la religion catholique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est une coproduction RCF Charente et RCF Limousin.
Les interviews et la réalisation ont été faites par Lucie Montibus, Titouan Stucker, Cécilie Guin, Lucie Tétard et coordonnées par Jean-Louis Ney. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions pour construire ces épisodes, tout particulièrement la Fédération des confréries limousines et l'association Ostension PCI. Merci également à Sœur Delphine et aux chanteurs de la chorale pour les chants enregistrés alors qu'ils n'étaient encore qu'au stade des premières répétitions. La post-production a été assurée par Fabrice François et Kylian Housseau. La musique du générique est Airship Thunderchild de Otto Allman, proposée en licence gratuite Creative Commons.